drapeau en l'honneur d'Édouard VII, l'apogée de la fierté et du faste impérial. « 1919. Défilé dans Paris pour célébrer la fin de la Première Guerre mondiale. La victoire devait apporter de nouvelles richesses, mais aussi révéler la vulnérabilité de l'Empire. Correspondances et journaux intimes témoignent des expériences vécues par les gouvernants et gouvernés de l'époque. Le drapeau britannique n'a jamais flotté au-dessus d'un empire plus puissant ou plus unique aujourd'hui. Jamais nous n'avons pesé d'une voix aussi forte sur la détermination de l'avenir de l'humanité. Voulez-vous savoir pourquoi je considère l'autorité britannique comme une malédiction? Parce qu'elle a appauvri des millions d'êtres passifs, parce qu'elle nous a réduits politiquement à l'esclavage, parce qu'elle a sapé les fondements de notre culture. L'histoire de l'Empire britannique est marquée par la contradiction. Découverte et progrès d'un côté, préjudice et oppression de l'autre. En 1926, Claude Freese Green filme en couleur son voyage du cap de Land's End à la ville de John o' Groats. La ville portuaire de St. Ives. Les rues animées de Cardiff. Petticoat Lane à Londres. La pellicule capte l'essence même de la Grande-Bretagne et de son peuple. À cette date, nous sommes en 1926, les Britanniques sont sortis épuisés mais vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Leur nouveau territoire couvre environ 1 600 000 km². La Grande-Bretagne se passionne toujours pour l'autorité coloniale et souhaite améliorer la vie de ses sujets. Le maréchal Douglas Haig déclare: l'appel à l'unité impériale n'est pas le cri égoïste et désespéré d'un peuple à bout de force. Les hommes qui ont combattu à nos côtés pendant la Grande Guerre savent que la mère patrie, malgré tous ses problèmes et ses difficultés, n'est pas encore hors jeu. Mais l'Empire n'inspire plus le même optimisme qu'auparavant. La Grande-Bretagne est confrontée à de graves tensions sociales et économiques. Ses vieilles industries, construction navale, textile et charbonnage, sont sur le déclin. Et les patrons restent sourds aux revendications des ouvriers qui réclament des augmentations de salaire. La montée en puissance des syndicats menace un ordre bien établi. En mai 1926, les mineurs quittent les puits et les autres travailleurs syndiqués ont au fait de suivre le mouvement. C'est la grève générale. Voici le dernier bulletin d'information de la journée. Son Éminence, le cardinal Bourne, a fait la déclaration suivante. Il n'y a aucune justification morale à une grève générale de cette nature. Par conséquent, elle constitue un manquement à l'obéissance que nous devons à Dieu. Un mineur de la vallée de Rhondda écrit au journal La Semaine ouvrière. Certains hommes ont travaillé 25 ans dans cette houillère, se tuant à la tâche, pour que leurs exploiteurs puissent vivre dans le luxe. Et après quoi, ils sont mis au rebut. Lorsqu'un cheval a fait son temps, a fait ce qu'il avait à faire dans la mine et devient un jour trop vieux, il est abattu avec clémence. Mais quand un homme a rendu les mêmes services, on ne le tue pas, non. On lui octroie simplement un revenu de misère.
Fraternellement vôtre, C.P. de Aberthrift. À peine 9 jours plus tard, la grève générale est brisée. Mais il faudra attendre 8 mois avant que les mineurs redescendent dans les puits. Privés de moyens de subsistance, ils sont contraints de reprendre le travail en acceptant d'être moins payés et de faire des horaires plus longs. La classe dirigeante n'a eu aucun mal à mettre fin à la grève. Elle règne en maître depuis des décennies sur différents pays du monde, et plus particulièrement aux Indes. Décembre 1911, fête du couronnement de George V à Delhi. C'est la première fois qu'un film en couleur retrace un événement de cette ampleur hors des frontières de Grande-Bretagne. Les Britanniques sont aux Indes depuis plus de 200 ans. Stanley Reed, envoyé spécial du Times, rend compte de la magnificence de cette cérémonie. 20 000 hommes en armes, avec un impressionnant déploiement de canons. Puis les troupes armées impériales. Le Maharaja de Bikaner prend lui-même le commandement des méharistes, en uniforme éclatant rouge et blanc. Vient alors le grand moment de la journée. Les cavaliers lancés au galop filent comme le vent sans qu'aucun homme ne soit désarçonné ni qu'aucun casque ne tombe. Grace Molineux regarde son mari et chef d'escadron Edward Molineux défiler avec les 21e lanciers. Nous étions superbement placés. Ça a été le plus beau spectacle auquel nous ayons jamais assisté. Tout a été exécuté avec une extrême dignité. Je pense que les indigènes ont dû être très impressionnés. Mais cette impressionnante démonstration de loyauté ne fait que masquer la fragilité de l'Empire britannique des Indes. Depuis 10 ans, l'autorité de la Grande-Bretagne est mise à mal par les revendications nationalistes et les violences terroristes. Le vice-roi, Lord Hardinge, demeure néanmoins ferme. Il va sans dire que le gouvernement indien n'a jamais pensé une minute que l'évolution de ce pays pourrait déboucher sur une autonomie coloniale. C'est une idée ridicule et absurde. Un an plus tard, un révolutionnaire bengali tente d'assassiner Lord Hardinge. Même si celui-ci survit à ses blessures, c'est un nouveau signe de l'affaiblissement du pouvoir britannique aux Indes. Le gouvernement britannique n'a pas seulement privé les Indiens de leur liberté. Il s'est appuyé sur l'exploitation des masses et il a ruiné le pays. Nous pensons que l'Inde doit cesser toute relation avec les Britanniques et parvenir à son entière indépendance. En 1930, Jawaharlal Nehru est président du Congrès national indien. Le nationalisme indien ayant gagné en puissance et en prétention, la Grande-Bretagne fait quelques concessions sur l'autonomie par l'instauration de toute une série de réformes. Mais les fanatiques de l'Empire britannique des Indes sont horrifiés à l'idée d'avoir à renoncer à leurs privilèges. Le vicomte Rothermere déclare « L'autorité britannique aux Indes est irremplaçable. Elle s'est construite au prix de vie et de capitaux britanniques. Si nous n'étions pas venus ici, les Indes seraient encore dans un état d'anarchie à la limite de la barbarie. Nous avons le devoir, non pas de discuter avec de vils agitateurs, mais de gouverner. » « 315 millions d'Indiens sont dirigés par un peu moins de 100 000 Britanniques. Marjorie Usher est la gouvernante des enfants d'un colonel en poste à Chakrata. Recevoir dans ce pays, c'est très facile. Il suffit de dire aux domestiques combien de personnes vous attendez et ils prévoient tout. Nous avons 9 serviteurs, dont le Aya, le domestique en chef, qui fait office de valet de chambre auprès du colonel Sterling. Le Kitmugar, qui sert à table et s'occupe de l'argenterie.
et le Dhobi, ou laveur de linge, qui, je dois dire, apporte le plus grand soin à nos habits. Pour certaines femmes britanniques, les Indes sont synonymes d'aventure. Florence Riddell, épouse d'un militaire. La façon dont la plupart des femmes passent leur journée m'ennuie au plus haut point. Je ne me suis jamais inquiétée des indigènes, parce qu'il y a quelque chose dans notre sang blanc qui nous donne un sentiment de supériorité sur le sang noir. J'ai appris que lorsqu'un homme revêt une étrange couche de chiffon sale, ce n'est pas un fou dangereux, mais tout simplement un hindouiste. Il semble qu'une extrême saleté soit signe d'une grande sainteté. Johanna Bazalgette accompagne son mari Jack, représentant de l'administration civile indienne, lors d'un voyage au Pendjab. Voici ce qu'elle écrit à ce sujet dans son journal intime. Départ matinal le 12 pour nos 40 km de circuit sur le fleuve jusqu'à Shonta. Pas moins de 70 peaux de bœufs ont été rassemblés. On les appelle des katnaus. L'animal a été soigneusement dépecé à partir d'une patte arrière, de telle sorte que les yeux, le nez, la bouche et les autres orifices étant bouchés, on obtient une immense vessie que l'on peut remplir d'air en soufflant par la patte. Pour nous, nos porteurs fixent 2 pots côte à côte, mettent une chaise sans pieds sur chacune et une boîte au milieu pour nos pieds. C'est très confortable. Chaque embarcation possède un équipage auxiliaire de 3 ou 4 hommes pour pagayer, nous remorquer et nous guider. Et, très important, regonfler nos sièges toutes les heures. Les États princiers, dirigés par les Maharajas et les Nawabs, représentent près d'un tiers du territoire. Les princes indiens sont l'objet de toutes les attentions de la part des autorités britanniques, qui voient en eux des chefs de file utiles au pouvoir indirect et socialement acceptables. Au cours d'un voyage aux Indes, l'important homme d'affaires Larry Thaw visite Bikaner, l'un des États les plus riches, et filme le mariage de la petite fille du Maharaja Gunga Singh avec le prince d'Udaipur. Cela s'annonce comme l'un des spectacles les plus sophistiqués des temps modernes. La fiancée princière arrive sur son éléphant et s'approche d'une estrade, où un officiel peint sur son front le signe cérémoniel de sa caste. Puis, le jeune homme, centre de toute l'attention, est conduit au temple sur un palanquin d'argent. C'est vraiment quelque chose de grandiose. Pour l'élite indienne, il n'y a pas plus grand événement mondain que la chasse au tigre. Quand le vice-roi et les Maharajas se retrouvent dans la jungle au nord de l'Inde et du Népal, pouvoir politique et prestige font bon ménage. Yvonne Fitzroy, secrétaire particulière. Son Excellence et le Maharaja grimpent tous les deux sur leur Oda. Ceux-ci sont particulièrement confortables, mais rien ne peut vraiment soulager les hauts-le-cœur provoqués par la démarche de l'admirable créature. Tout l'art consiste alors à vous laisser brinque-baller. Hunting tigers out in India, out in India. They bite, they scratch, they make an awful fuss. It's no use stroking them and saying puss, puss, puss. No! Hunting tigers out in India, out in India. Le Maharaja Bahadur Banaili décrit dans un livre consacré aux différentes formes de chasse au tigre, celle de la chasse en cercle. La première fois que j'ai vu abattre des tigres en cercle, c'est lorsque j'ai été invité par mon excellent ami, le colonel O'Connor. De jeunes buffles étaient retenus dans la jungle pour servir d'appât. Environ 50 éléphants devaient encercler l'espace où le tigre était censé se cacher. Ensuite, lorsque le cercle était formé,
On ordonnait à quelques éléphants d'y entrer pour débusquer le tigre. En général, à force d'être ainsi traqué, le tigre finissait par s'énerver et attaquait l'éléphant qui s'approchait de lui. Au début, c'est excitant, mais au bout d'un moment, le tigre épuisé finit par se coucher. Comme on formait 2 ou 3 cercles par jour, j'ai pu voir des centaines de tigres se faire abattre. Les chasses du vice-roi Lord Linlithgow tueront en l'espace de 10 semaines 38 rhinocéros, 27 léopards, 15 ours et 120 tigres. Tandis que les Britanniques installés dans l'Empire des Indes mènent la grande vie, la plupart de leurs sujets vivent dans la misère. Pouad Massani à Mal. Les autorités britanniques imposent des taxes sur tout. Pourquoi ces taxes? Est-ce pour nous sucer jusqu'au sang? Elles nous dépossèdent de notre argent et font de nous des morts vivants. Regardez dans un wagon de chemin de fer, il y a tout juste assez de place pour un sac de jute, mais pas pour un être humain. C'est dans un train comme celui-là que mon ami Mapia s'est mort étouffé. Les Indes britanniques sont divisées en 7 provinces où l'on trouve un grand nombre de langues et de religions. Les actes de violence entre hindous et musulmans sont monnaie courante. Les nationalistes reprochent aux Britanniques de mener une politique qui consiste à diviser pour mieux régner. Mais un homme, Mohandas Karamchand Gandhi, consacre toute son énergie à l'unification de l'Inde. L'Inde est devenue si pauvre qu'elle n'a pratiquement plus les moyens de faire face aux famines. Les habitants des villes ne se soucient guère des masses affamées qui seront bientôt réduites à l'état de moribonds. Je suis convaincu que s'il y a un Dieu au-dessus de nous, l'Angleterre et les Indiens des villes devront un jour répondre de ce crime contre l'humanité. Dans les années 30, la nouvelle génération de fonctionnaires britanniques en place réalise peu à peu que le pays est dans une situation critique. Le commissaire adjoint du Pendjab, Penderal Moon, écrit à sa mère. La pauvreté des gens est vraiment stupéfiante. Certes, ils ne sont pas aussi pauvres qu'il y a 40 ans, mais aujourd'hui, ils ont conscience de leur pauvreté et ne l'acceptent pas. Je ne sais pas ce que le gouvernement a l'intention de faire en ce qui concerne Gandhi. Si nous ne sommes pas très adroits ou très chanceux, la situation risque de s'aggraver sérieusement. Je suis tout à fait d'avis de leur accorder un statut de dominion, c'est-à-dire un statut d'État à part entière d'ici, disons, 10 ou 12 ans. Mais j'imagine qu'on peut faire confiance au gouvernement pour agir avec cette mortelle lenteur caractéristique du progrès organisé. Le 12 mai 1937, George VI est couronné empereur-roi de 570 millions de personnes. L'esprit de l'Empire est renforcé. Chaque année, le jour de l'anniversaire de la reine Victoria, la Grande-Bretagne et ses colonies fêtent l'Empire Day, le jour de l'Empire. Stamp your feet and give 3 cheers. Get free meat and get free beers if you love to join the Empire Party. They'll make you feel at home. And if they can't get you all inside the Empire, they'll put you in the Hippodrome.
les écoliers sont bombardés de propagande impériale. À Bolton, on leur demande de citer leur héros préféré de l'Empire. Je pense que Christophe Colomb est l'homme le plus intelligent qui ait existé parce qu'il a découvert les Antilles, où nous avons trouvé des épices, des fruits et d'autres choses. Et s'il n'avait pas prouvé que la Terre était ronde, l'Empire serait seulement constitué de l'Angleterre, de l'Écosse et du Pays de Galles. Je pense que Gandhi est l'homme le plus courageux. Il jeûne et marche en Inde. Gandhi a la tête rasée et ne laisse jamais repousser ses cheveux. Il pense que tout ne va pas bien. Il vit encore. En 1938, alors qu'Hitler menace d'édifier son propre empire européen, en Grande-Bretagne, la ferveur patriotique atteint son zénith. L'exposition de l'Empire, qui se tient à Glasgow, attire plus de 12,5 millions de visiteurs. Je passe d'excellents moments. Il y a un grand parc d'attractions. Et hier, j'ai dépensé 6 shillings rien que dans les attractions. On a fait les Dominions. La police montée était intéressante, mais ils étaient plus petits qu'au cinéma. Les professeurs nous ont emmenés voir les femmes au cou de girafe. Nous savions déjà beaucoup de choses sur les étrangers, grâce à notre livre « La vie dans plusieurs pays ». En prévision d'une guerre éventuelle contre l'Allemagne, le roi George VI et la reine Élisabeth partent au Canada afin de rallier les États indépendants du Commonwealth, les Dominions, à la cause de la Grande-Bretagne. Des milliers de sujets rendent hommage au roi et à la reine. Le premier ministre canadien, William Mackenzie King, est à Calgary. Les chefs indiens étaient, pour la plupart, des hommes de belle prestance, en costume d'apparat très coloré. J'ai eu une excellente conversation avec la reine. Elle m'a parlé de leur courtoisie, de leur port gracieux et leur fière allure. Elle a noté qu'à certains égards, ils ressemblaient beaucoup aux Écossais. Comme le confirme un télégramme de Sir Neville Anderson, ambassadeur britannique à Berlin, le moment choisi pour cette visite royale n'est pas passé inaperçu. La presse allemande a fait grand cas de la visite de Leur Majesté au Canada. Les Allemands se donnent beaucoup de mal pour faire croire que tout ne va pas pour le mieux à l'intérieur de l'Empire. On pensait que le roi se rendrait très bientôt aux Indes pour y recevoir la couronne impériale. Le fait que Leur Majesté ait décidé de se rendre au Canada plutôt qu'aux Indes est signe que Londres cherche à consolider la sécurité politique de la mère patrie en coordonnant les forces anglo-saxonnes au Canada et les USA. Le Canada réaffirme sa loyauté envers la couronne. Pour la seconde fois en 25 ans, la Grande-Bretagne et son empire vont unir leurs forces dans un combat à l'échelle mondiale. Le Premier ministre d'Australie, le très honorable R.G. Menzies. Chers Australiens, j'ai le triste devoir de vous informer officiellement que suite à l'acharnement de l'Allemagne à envahir la Pologne, la Grande-Bretagne lui a déclaré la guerre et que par conséquent, l'Australie est elle aussi en guerre. Aux quatre coins de l'Empire britannique, les troupes sont mobilisées pour participer à la Seconde Guerre mondiale. Soit près d'1 million d'hommes en Australie et Nouvelle-Zélande, plus de 700 000 au Canada, 600 000 en Afrique et 2,5 millions aux Indes. Les Dominions et les colonies demeurent fidèles, mais on n'y trouve plus la même ferveur patriotique que lors de la Première Guerre mondiale. Oscar Skelton, ministre du gouvernement. Il est très peu probable qu'une majorité de Canadiens aurait voté pour la guerre. Le sentiment général est que ce conflit n'est pas le nôtre,
et que le gouvernement britannique qui a commis l'erreur de s'y engager aurait dû être autorisé à s'en désengager. Les soldats de Birmanie et des Indes s'entraînent pour la guerre en Extrême-Orient. Kishen Tewari, âgé de 19 ans. Le colonel Kilroy, qui est un ami de mon père, insistait pour qu'il envoie 2 de ses 5 fils dans l'armée. Certains membres de notre famille ont alors dit « Pourquoi devrions-nous rejoindre l'armée et combattre du côté des Britanniques? Nous voulons l'indépendance. » Les troupes néo-zélandaises partent combattre au Moyen-Orient. Un soldat maori écrit dans une lettre d'adieu à sa femme « Père et Ringi sont venus nous dire au revoir et j'ai senti une boule dans la gorge quand ils nous ont quittés. Je suis content que tu n'aies pas été là. Madame Waka et beaucoup d'autres épouses ont suivi le train, mais elles ne pouvaient que faire signe de la main. J'avais l'impression bizarre d'être en train de me noyer. Inorora, au revoir. » Les richesses de l'Empire sont réquisitionnées pour les besoins de la cause. Le Canada approvisionne la mère patrie en aliments de base et munitions. Gwen Lambton travaille la nuit dans une usine d'armement de l'Ontario. On pointe à 19h30. Chaque équipe travaillant 10 heures, on n'est pas dehors avant 6 heures du matin. On nous fournit des bleus de travail en coton qui recouvrent complètement nos habits. On n'est même pas obligé de porter des bas, bien qu'il fasse froissant. On entend en permanence un vrombissement de machines et il y a un haut-parleur près du plafond qui claironne une musique populaire à un rythme cadencé pour nous garder éveillés. Les chansons n'ont rien à voir avec notre travail ou la guerre. Pour remonter le moral de ses alliés, le Premier ministre anglais Winston Churchill lance un message radio de l'autre côté de l'Atlantique. Le Canada occupe une position unique dans l'Empire britannique. Nous avons souffert ensemble et c'est ensemble que nous vaincrons. Le peuple canadien partage bien des souffrances avec les Britanniques sur la ligne de front. Rosemary Ridge écrit à des amis à Londres. Vous avez certainement entendu parler du rationnement ici. Nous avons droit à une demi-livre de sucre et 100 grammes de café par semaine. C'est ce qui s'appelle opérer des coupes franches. Mais si les gens en Grande-Bretagne peuvent le supporter avec le sourire, pourquoi pas nous? Gardez le moral, Maman Ridge. Ce soir, je m'adresse à vous qui êtes en Australie et en Nouvelle-Zélande et pour qui nous allons redoubler d'efforts afin d'assurer votre sécurité. Je m'adresse à vous tous dans les heures sombres d'une sévère et lourde défaite militaire. Une défaite britannique, une défaite de l'Empire. Singapour est tombé. Février 1942. En Extrême-Orient, l'Empire britannique s'effondre à une vitesse incroyable. L'Australie est menacée. Des démineurs patrouillent sur les côtes. Les troupes au Moyen-Orient sont appelées en renfort. Les Australiens rassemblent leurs forces en vue d'une invasion japonaise. John Curtin, nouveau Premier ministre. La perte de Singapour est un formidable coup porté au prestige britannique. Elle sonne le début de la bataille pour l'Australie, tout comme Dunkerque a été à l'origine de la bataille pour l'Angleterre. Nous ne pouvons désormais plus compter sur un soutien extérieur. Tout juste 4 jours après la chute de Singapour, les Japonais bombardent la ville de Darwin. Matelot de seconde classe sur le navire de Sa Majesté le Karangi, Harry Dale écrit à sa mère. Les balles des Japonais criblent les flancs du bateau. Nous tirons sur tout ce que nos fusils peuvent atteindre. Tout autour, ce ne sont que bateaux en flammes ou en train de sombrer.
On dirait que le Perry a été touché de plein fouet. Il s'enfonce par l'arrière. Il a presque entièrement coulé à présent. Il y a de grands incendies en ville. Sur notre bateau, personne n'a été blessé. Nous avons vraiment eu de la chance. J'espère qu'ils ne vont pas revenir. Mais une heure plus tard, les Japonais lancent une nouvelle attaque. Les pertes en fin de journée sont lourdes. Plus de 240 Australiens tués et 350 blessés. L'Australie et la Nouvelle-Zélande se sentent lâchés par l'Angleterre. Elles demandent alors aux États-Unis d'assurer leur protection. Les GIs ont pour mission de défendre les territoires du nord de l'Australie. John Curtin, Premier ministre. Sans le moindre complexe, je déclare clairement que l'Australie se tourne aujourd'hui vers l'Amérique, libérée de ses liens traditionnels ou de ses affinités avec le Royaume-Uni. En 1945, les armées britanniques et indiennes ont repris la Birmanie. En juin, les forces australiennes se joignent aux Américains pour expulser les Japonais de Bornéo. Vin McNamara, du 1er corps australien, décrit la bataille pour l'une des plus lointaines colonies britanniques. Alors que les vagues d'assaut avançaient en ligne, l'aviation de soutien est entrée en action, en tirant pour couvrir le vrai débarquement. Les troupes se cramponnaient à leurs fusils et à leurs casques. Certains avaient un peu le mal de mer. Peu de temps après, nous avons débarqué en force au cœur des troupes ennemies. La campagne qui s'en est suivie a été un raid déchirant dans la jungle. Au fur et à mesure de leur avancée à l'intérieur des terres, les troupes libèrent des centaines de prisonniers de guerre. Parmi eux, des soldats indiens. Les hommes du 15e régiment du Pendjab qui avaient tenté de défendre l'île quand les Japonais avaient attaqué. La plupart des prisonniers de guerre indiens sont dans un état lamentable. Ils sont à moitié morts de faim et beaucoup sont malades. Toutefois, le courage de ces Indiens est étonnant. Même maintenant, ils ont encore un très haut sens de la discipline. Sur les 1000 soldats du Pendjab faits prisonniers, seuls 150 survivront au camp japonais. Il faudra 3 mois pour reprendre Bornéo. À la libération, chef Abdul Hamid délivre un message de remerciement. Nous, habitants de Bornéo, offrons notre gratitude aux forces australiennes qui nous ont délivrés des cruels et injustes Japonais. Notre vrai bienfaiteur, le gouvernement britannique, nous a été rendu. Et nous prions pour une prospérité éternelle sous le drapeau britannique. Août 1945. 2 bombes atomiques obligent les Japonais à capituler. La guerre est finie. 150 000 hommes issus des colonies sont morts pour défendre l'Empire. Tandis que partout dans le monde on célèbre la victoire, les Britanniques réfléchissent à l'avenir de leur empire, modifié à jamais par la guerre. J'ai encore aujourd'hui le sentiment que c'est le plus grand empire que le monde ait connu. Nous devrions tous lui être reconnaissants d'avoir apporté son soutien sans y être obligés. Il semble que les bâtisseurs d'empires britanniques ont obtenu de bons résultats. Je n'aime pas l'Empire, ni ce qu'il signifie. Nous avons exploité les personnes de couleur comme une source de profit. Et en faisant cela, nous avons développé le chômage et la pauvreté. Je n'ai rien contre le Commonwealth, mais je ne veux absolument pas entendre parler d'Empire.
Nous subissons aujourd'hui les revers de notre politique impérialiste. J'ai toujours pensé que l'Empire serait objet de honte plutôt que de fierté. Peut-être allons-nous maintenant céder à la revendication indienne, mais il est trop tard pour le faire avec honneur. Après la victoire en Europe, le Premier ministre de Grande-Bretagne, Clement Attlee, se rend à Potsdam pour y rencontrer les dirigeants des nouvelles superpuissances. Le président américain Harry Truman et le chef du Soviet suprême, Joseph Staline. Un nouvel ordre mondial se dessine. Le gouvernement travailliste d'Attlee confirme ses engagements vis-à-vis des Indes. En effet, en 1942, la Grande-Bretagne avait promis aux Indiens leur indépendance en échange de son soutien dans la guerre. Lord Archibald Wavell, vice-roi des Indes. Il y a donc eu un glissement de majorité en faveur des travaillistes. J'ai bien peur qu'il y ait parmi eux un grand nombre de législateurs inexpérimentés et assez sauvages. Cependant, il y avait aussi beaucoup de conservateurs stupides et ennuyeux. Je pense que les travaillistes seront très certainement mieux disposés envers les Indes, mais il va être difficile de les convaincre d'y aller en douceur. Wavell organise une conférence entre les adversaires politiques indiens dans la propriété du vice-roi à Simla. Participent à cette réunion, d'une part le Mahatma Gandhi du Congrès à majorité hindoue et d'autre part le chef de la toujours plus puissante Ligue musulmane, Mohammed Ali Jinnah. Mais après 20 jours d'âpres discussions, Gandhi et Jinnah demeurent incapables de s'entendre sur l'avenir de l'Inde. Cher Monsieur Gandhi, pour parvenir à la libération et l'indépendance des peuples de l'Inde, il est indispensable d'accepter la division de l'Inde en Pakistan et Hindoustan. Cher Monsieur Jinnah, notre discussion d'hier au soir m'a laissé un goût amer dans la bouche. Il semble que nous suivons des routes parallèles qui jamais ne se rencontrent. Wavell n'a pas réussi à rapprocher hindous et musulmans. Les émeutes communautaires se multiplient. Les Britanniques sentent qu'ils sont en train de perdre le contrôle de la situation. Attlee doit trouver un autre vice-roi pour mener l'Inde à l'indépendance. Je cherchais désespérément quelqu'un quand tout à coup j'ai eu ce que je pense aujourd'hui être une inspiration. J'ai pensé à Mountbatten. En mars 1947, le comte Louis Mountbatten et son épouse Edwina arrivent à New Delhi. L'arrière-petit-fils de la reine Victoria et petit cousin de George VI apporte une touche royale dans l'ultime scène sur l'indépendance. En tant que dernier vice-roi des Indes, il porte la responsabilité du destin de ce pays. 2 avril 1947. C'est la fin de ma première semaine de travail. J'aimerais pouvoir dresser un tableau encourageant de mes premières impressions, mais ce n'est hélas pas le cas. La situation ici est particulièrement sombre. À ce stade, je ne vois pas de terrain d'entente sur lequel construire un avenir pour l'Inde. La seule conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que si je n'agis pas rapidement, je risque de me retrouver avec une guerre civile sur les bras. En mai, toutes les tentatives d'unification de l'Inde ont échoué. Gandhi se retire de la vie politique. Jinnah, chef de la Ligue musulmane, et Nehru du Congrès national de l'Inde admettent le principe de la partition de l'Inde. Craignant de perdre tout contrôle, Mountbatten repousse au mois d'août le transfert des pouvoirs. La partition donnera naissance à 2 nations, une Inde laïque et une nouvelle patrie pour les musulmans indiens, le Pakistan.
les actes de violence communautaire se multiplient. Lady Mountbatten visite un camp de réfugiés au Pendjab. J'ai parlé avec un grand nombre de victimes. On souffrait pour eux. La plupart des familles ont été exterminées et celles qui ont survécu vivaient dans la crainte permanente de futures agressions. Ce fut un voyage extrêmement pénible. Tout est dévasté. Comme après un bombardement, on ne voit partout que des morts, des mutilés, des sans-abri. C'est tragique. Alors que les Britanniques sont aux Indes depuis 250 ans, Mountbatten leur donne 73 jours pour quitter le pays. Le représentant de l'administration indienne, Alan Flack, écrit à sa femme en Angleterre. 7 août 1947. Ma chérie, j'ai reçu hier un télégramme du gouvernement m'informant qu'on n'aurait plus besoin de mes services après le 15. C'est donc maintenant définitif. Je vais nager tous les jours et le soir je joue au golf. J'espère bien faire la traversée à la fin du mois d'août. Jack nous a dit l'autre jour que d'après ces informations, les Britanniques seraient entassés sur des bateaux et renvoyés chez eux. Une idée sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. Tendrement, Alan. À la veille de l'indépendance, Nehru s'adresse au peuple indien. Il y a de longues années de cela, nous avions pris rendez-vous avec le destin. Et maintenant est venue l'heure de tenir nos engagements. Lorsque sonnera minuit, alors que le monde entier sera endormi, l'Inde ouvrira les yeux sur la vie et la liberté. Le 15 août 1947 marque la fin de l'Empire britannique aux Indes. Le dernier vice-roi, Louis Mountbatten. On a hissé le drapeau et fait le salut au milieu de formidables scènes de réjouissance. Au moment où le drapeau s'est déployé, un magnifique arc-en-ciel est apparu au-dessus de la foule qui a vu là un heureux présage. Kazim Mohammad. À partir du 15 août, nous étions libres. Libres de brûler, de piller, d'assassiner. Pendant que Delhi et Karachi festoyaient, le Pendjab s'embrasait. Entre août 1947 et mars 1948, 4,5 millions d'Hindous et de Sikhs sont obligés de migrer du Pakistan vers l'Inde. Dans le même temps, 6 millions de musulmans font le chemin inverse. Britanniques et Indiens assistent au carnage. Shahid Hamid témoigne. C'est un véritable champ de bataille. Les gens sont devenus fous. Les trains pour le Pakistan sont pris d'assaut et les occupants massacrés. Nous savions tous que cela finirait par un carnage. Mountbatten aussi. L'Empire britannique, qui a essayé de construire l'Inde pendant des siècles, ne pourra jamais faire oublier cette grande tragédie. Le lieutenant-colonel Hubert Boyd Hudson. La vue du ciel était terrifiante. Au milieu de ce chaos, des millions de réfugiés tentaient désespérément de rejoindre l'Inde ou le Pakistan. Des milliers d'autres faisaient tout leur possible pour les en empêcher, les massacrant par centaines. Mais la mort n'est rien. Il y a des choses bien plus terribles que la mort. Les pires atrocités ont lieu dans le Pendjab, récemment divisé. Les réfugiés qui s'enfuient sont terrorisés à l'idée que leurs femmes soient violées. Gurmeet Singh. Nous nous sentions totalement démunis. Nous étions complètement encerclés et nous n'avions pas d'armes.
Nous avons alors décidé que toutes les femmes de nos propres familles, devaient être tuées. Nous avons commencé par tuer les jeunes filles de nos propres mains. On versait du kérosène sur elles, puis on les enflammait. Où les femmes et les enfants auraient-ils pu aller? Kulwant Singh. Ma mère a vu mon père se faire tuer. Ils l'ont découpé en petits morceaux. Je tremblais. Il y avait plein de corps à mes pieds, du feu partout, et ensuite ils jetaient les enfants dans les flammes. Ma mère m'a caché près du corps de mon père. La partition de l'Inde entraîne le déplacement de 10 millions de personnes. On dénombre 1 million de morts. La majorité des Britanniques quittent le pays avant l'été 1948. Hubert Boyd Hudson a passé 15 ans aux Indes. Les Indes sont pleines de fantômes. Les maisons dans lesquelles j'ai vécu et qui sont aujourd'hui habitées par des Indiens me rappellent des temps anciens qui ne reviendront plus jamais. Quand le vice-roi passait en voiture, escorté par la cavalerie en manteau rouge. J'ai connu la grandeur de l'Empire britannique aux Indes, mais maintenant, tout ça est fini. Et nous sommes les derniers à partir. Ceux qui essaient de mettre un peu d'ordre dans ce désordre, laissé par l'éclatement soudain d'un vieil empire. La Grande-Bretagne a perdu sa plus grande possession. Le Mahatma Gandhi avait dit un jour que si l'Inde devenait libre, le reste de l'Empire ferait de même. Au cours des 10 années suivantes, le feu de l'indépendance va effectivement s'étendre au monde entier, du Moyen-Orient à l'Afrique.